Bonjour à tous, je suis Christophe Bourron, Chief Revenue Officer chez PrestaShop. C'est avec beaucoup de plaisir que je vais animer cette conférence sur le mobile et le social commerce, le mobile effectivement, qui est publicité depuis tant d'années et qui se développe à vitesse grand V sur les usages et les transactions e-commerce. Et le social commerce qui est l'avenir, mais aussi le présent. Vous allez pouvoir le voir aujourd'hui avec nos intervenants, nos magnifiques intervenants aujourd'hui. Nous avons Guillaume, je vais laisser se présenter. Je vais me présenter en premier, même s'il y a une femme à côté de moi. Je suis Guillaume Cavaroc, je suis responsable des activités retail et e-commerce pour les grands comptes chez Facebook. Caroline, donc de PayPal, que vous connaissez donc, déjà. Je suis directrice générale de PayPal en France. Ça fait 2 ans et demi et 8 ans que je suis chez PayPal, où j'ai eu différentes fonctions aux produits, commerciales et maintenant à la tête de la France. Bonjour à tous, je m'appelle Stéphane, ça fait 5 ans que je travaille chez Criteo. Je travaille dans une équipe qui s'appelle Client Solutions pour le UK et le Northern Europe. Et on s'étend maintenant à l'IMIA. Le but étant de comprendre ce que vous voulez faire et nous, on impacte notre product roadmap pour le faire. Merci pour ces présentations. On va attaquer tout de suite le vif du sujet avec quelques données sur le m-commerce aujourd'hui. En France, on est sur des données finalement assez basses par rapport au reste du monde, avec 39% des acheteurs en ligne qui utilisent le mobile en France. On a une prévision en 2021 à 38% de l'e-commerce qui sera mobile en France. Et là, effectivement, on commence à toucher une grosse part de l'e-commerce qui se transforme et qui finalement correspond, donc, pour être très clair, le m-commerce est associé à une transaction qui va être faite sur le mobile, qui peut être liée aussi à une application, bien évidemment. Mais 38% donc en 2021 de l'e-commerce sera mobile en France. On est sur une trend de x2 tous les 2 ans. En 2021 aussi, si on compare un peu au reste du monde, 72% de l'e-commerce sera mobile dans le monde. Alors, pourquoi finalement presque le double de la France? Il y a une grosse disparité en fonction des pays. Vous allez avoir des pays comme la Chine, vous allez avoir déjà aujourd'hui 75% de l'e-commerce qui est mobile, des usages qui sont très affirmés. Tous les pays aussi qui ont finalement n'utilisent pas aujourd'hui, donc ne sont pas passés par la phase desktop et sont passés directement sur le mobile. Donc énormément de pays en croissance qui directement sont passés à l'usage mobile et finalement on en fait leur outil principal pour acheter en ligne. Je vais laisser Caroline intervenir sur quelques éléments intéressants spécifiques PayPal et sur les évolutions des paiements mobiles via PayPal. Oui, merci. Donc effectivement, incontestablement, on voit que le mobile est devenu la destination privilégiée des internautes. C'est intéressant de comparer les chiffres de PayPal avec les chiffres du e-commerce français. Donc là, vous avez les chiffres de PayPal, mais sur le e-commerce français, aujourd'hui, on a vu que plus de 12 millions de Français avaient fait un achat sur mobile l'année dernière, et ça représente 20% du chiffre d'affaires du e-commerce en France. Chez PayPal, c'est le double, donc 40% des volumes de paiement faits avec PayPal se font sur le mobile. Donc on a atteint quasiment 230 milliards de volumes de paiement l'année dernière, en croissance de 46%, ce qui est presque le double de la croissance qu'on a sur nos paiements digitaux en général. Donc on voit effectivement une croissance qui se soutient et la tendance continue toujours en 2019. En interrogeant nos clients, on voit qu'il y a vraiment 2 tendances aujourd'hui sur le mobile et 2 enjeux. Déjà, le témoignage de nos clients, c'est que 50% des clients qui payent avec PayPal disent qu'ils n'auraient pas fait leur achat s'il n'y avait pas eu PayPal sur le mobile. Donc c'est intéressant d'essayer de comprendre pourquoi au-delà de ce chiffre. La première tendance, c'est qu'en fait, quand on parle de mobile, on parle souvent de mobilité. Donc les gens qui
regardent des produits ou achètent sur un mobile le font en mobilité. Donc, par exemple, dans un bus ou dans un lieu public, dans un aéroport. Et dans ce contexte, en fait, la sécurité reprend toute sa dimension. Parce que quand vous êtes en train de payer dans un bus ou dans un aéroport, vous n'avez définitivement pas envie de sortir votre carte de crédit ou votre portefeuille. Et le fait de pouvoir payer en un clic avec un moyen de paiement préenregistré ou avec un email et un mot de passe qui est beaucoup moins sensible par rapport à l'environnement autour de vous est assez critique. D'où le fait que PayPal ait repris énormément de poids sur ce sujet de la sécurité. La deuxième tendance, c'est que finalement, le mobile, c'est une destination de visite où les gens vont aller regarder des produits, ils vont aller se balader, ils vont aller prendre des informations. Et donc, l'enjeu pour un e-commerçant, c'est comment on transforme cette visite ou même une interaction en un acte d'achat. Et comment on transforme cet acte d'achat de façon spontanée et impulsive. Et à nouveau, donnée intéressante qu'on a mesurée chez PayPal, c'est qu'on a vu que dans les paniers de nos consommateurs, il y a 50% de plus, de 50% d'achats impulsifs en plus par rapport au panier d'un acheteur qui va payer avec sa carte. Donc on voit que PayPal développe aussi l'impulsivité des clients. Et cela est dû à toutes les garanties qu'on offre à nos clients. Donc typiquement, quand vous payez avec PayPal, vous pouvez vous faire rembourser les frais de retour si vous ne gardez pas votre produit. Et vous vous faites aussi rembourser en cas du moindre souci. Donc intéressant d'avoir en tête ce que les internautes vont rechercher et ce qu'ils ont à l'esprit quand ils font leurs achats sur leur mobile. Merci Caroline. Si on regarde encore trois chiffres avant d'entamer une conversation plus spécifique sur social commerce, on a 3,2 milliards de personnes à travers le monde qui utilisent les réseaux sociaux, qui passent 2h22 par jour. Et 91% globalement vont utiliser le mobile pour y accéder. On est effectivement sur des chiffres absolument colossales et sur des opportunités aussi pour les e-commerçants et les marques astronomiques. Alors, ceci dit, donc, la question quand même qui se pose, et ça, c'est ce qui va nous permettre d'entamer aussi cette conversation entre le mobile et les réseaux sociaux, est-ce qu'on peut en conclure définitivement que mobile et réseaux sociaux ne font qu'un? Je vais passer la parole à Guillaume qui va vous donner quelques précisions là-dessus. Oui, alors la réponse est oui déjà. Comme ça, on met les choses au clair. Je vais étayer un petit peu avec quelques chiffres qui reprennent ce que tu viens de dire sur les chiffres français. Aujourd'hui, sur les 36 millions d'utilisateurs de Facebook en France, 32 utilisent via mobile. Ça représente donc quasiment 90%. Et au-delà de la France, si on regarde d'autres pays qui sont assez proches de nous, comme les États-Unis par exemple, on est déjà à 95%. Et si on va en Amérique latine, comme au Brésil, sur les 131 millions de Brésiliens et Brésiliennes qui utilisent chaque mois nos plateformes, il y en a 128 millions, donc 98% qui utilisent Facebook via mobile. Donc la question du est-ce que les réseaux sociaux sont mobile first, elle se pose plus, c'est déjà le cas depuis un certain temps. Et en France, on n'est pas encore à 90%, mais c'est évident qu'on va tendre vers les chiffres américains ou brésiliens bientôt. D'ailleurs, là, je parle de Facebook, mais si on parle d'Instagram, c'est une plateforme 100% mobile. Il existe, je ne sais pas si vous savez, il existe un site Instagram. En gros, si vous y allez, c'est que votre téléphone, il n'a plus de batterie, quoi. Mais sinon, a priori, rien n'est fait pour que la plateforme Instagram se regarde et se consulte sur desktop. Mais c'est peut-être intéressant de regarder, ça c'est le constat aujourd'hui, et il est clair, mais de regarder un petit peu d'où on vient. Et si on regarde, pas si loin, enfin 7 ans, c'est assez loin, mais pas tant que ça au final, en 2012, Facebook, c'était principalement un site e-commerce. Depuis 2004, c'est comme ça que ça s'était développé. Pour autant, on avait déjà des usages mobiles, donc il y avait de plus en plus de gens qui utilisaient Facebook sur mobile, mais alors l'expérience était clairement nulle. Et c'était le constat de Zuckerberg début 2012, c'était d'ailleurs juste avant l'IPO, où il dit notre stratégie mobile, ça ne va pas du tout. Pour vous donner un exemple, il y avait 20 personnes à Menlo Park qui travaillaient sur la version mobile.
elle était mise à jour environ tous les 3 ou 6 mois, là où le site était mis à jour deux fois par jour. Et on n'avait pas d'application native iOS ou Android. Donc ça a nécessité un vrai changement qui a d'ailleurs été impulsé par Zuckerberg lui-même. Et c'est important pour que ça bouge dans une entreprise, c'est que ce soit vraiment le top management qui porte ce genre de projet structurant. Ça a mis du temps, quasiment toute l'année 2012. Et pour la petite anecdote, ça Zuckerberg aime à le raconter, lorsqu'il a briefé ses principales équipes produits et développeurs, qui leur a dit à partir de maintenant, je veux que des projets mobile first. Les mecs sont repartis, hop, ils ont bossé pendant 2 semaines, ils sont revenus 2 semaines après, et ils ont proposé évidemment des trucs desktop, parce que c'est ce qu'ils faisaient depuis 8 ans. Donc retour à la case départ, voilà, il n'y a aucun projet qui va se lancer, parce que c'est pas ce que je vous ai dit. Ils sont revenus après avec des screenshots mobiles, mais en gros l'esprit était toujours desktop, donc ça allait pas non plus. Et pendant 3 mois, il y a en gros quasiment rien qui s'est lancé parce que c'était pas mobile first. Et ça a pris ce temps, et Zuckerberg a préféré dire la plateforme va pas ou peu évoluer pendant ces 3 mois jusqu'à ce qu'on ait des trucs mobile first. Et fin 2012, on avait des apps natives et une expérience qui était bien meilleure. Et depuis, à l'époque, on avait moins d'1 milliard d'utilisateurs. On est passé depuis à quasiment 2 milliards, 2 milliards 4 avec les usages mobiles dont je vous parlais juste avant. Et peut-être pour conclure là-dessus, parce que la question, évidemment, sur les réseaux, on vient de la poser sur les réseaux sociaux et la réponse est assez évidente, mais d'un point de vue marchand et commerce, on va vers cette même révolution. Je vous invite à lire l'interview très récente du directeur général d'Etam, Cédric Taravella, qui, de manière un peu provocatrice, dit le desktop, ça m'intéresse plus. Ça m'intéresse plus parce qu'il y a 2 ans, ça représentait 55% de mon trafic mobile. Et sur les 7 derniers jours qui précédaient l'interview, qui est très récente, ça représentait 17%. Donc je pense que bientôt, on pourra dire que le commerce et le mobile ne font aussi qu'un. Merci Guillaume. Stéphane, je te propose aussi d'intervenir sur le sujet. Oui, merci. En fait, quand je lis la question, c'est très intéressant. Je suis complètement d'accord que le social devient complètement mobile. C'est-à-dire qu'on va de moins en moins sur notre Facebook et Instagram sur un desktop. Mais dans la question, quand on dit est-ce que le mobile et le social font qu'un, il ne faut pas faire le raccourci de dire que le mobile, c'est que le social. Le mobile aujourd'hui, et c'est pour ça que je t'ai proposé ces stats. Là, ce que vous voyez aujourd'hui, donc sur la présentation, c'est en Europe. La part des ventes qui sont faites à partir du moment où on introduit en jaune tout ce qui est fait sur les apps, donc en dehors des réseaux sociaux, c'est automatiquement un quart des ventes. C'est-à-dire que faire de la conversion en app, c'est très simple, ça va très vite, c'est très pratique. Nous, ce qu'on voit chez Criteo aujourd'hui, c'est qu'il y a une évolution de tout l'advertising in-app, de l'activité in-app. Et le in-app des e-commerçants, c'est pas nécessairement le réseau social. Donc, je suis d'accord aujourd'hui que les réseaux sociaux sont actifs majoritairement sur le mobile, mais il ne faudrait pas réduire le mobile juste aux réseaux sociaux. C'est un raccourci. Et alors, sur cette slide, il montre juste les titres des graphes, mais sur le graphe de gauche, en fait, c'est une data Euromonitor, où en fait, vous avez 50% du temps passé en ligne qui est fait en dehors ce qu'on appelle sur l'open Internet, qui est fait en dehors des GAFA, en dehors de Google et Facebook. Donc oui, il y a une grosse croissance du temps passé en ligne sur les réseaux sociaux. Sur la partie droite, vous avez les investissements en advertising sur les mêmes plateformes. C'est-à-dire qu'il y a 70% des investissements qui sont faits par les e-commerçants, qui sont faits sur les GAFA, alors qu'il y a 50% du temps qui est passé sur l'open web. Donc, encore une fois, ce que je veux dire là, c'est que oui, les réseaux sociaux se limitent de plus en plus au mobile, mais le mobile est bourré d'opportunités qui sont en dehors des réseaux sociaux. Et être e-commerçant et d'investir nécessairement tous son investissements et de les mettre en dehors de l'app ou en dehors d'autres plateformes open Internet, c'est peut-être dangereux. Il y a une relais de croissance ici qui est à saisir. Merci Stéphane. On a bien compris effectivement que social peut englober effectivement la logique de réseaux sociaux, mais aussi d'autres usages sur Internet. En gros, si on pose une question un petit peu différente, aujourd'hui, les principaux bénéfices d'une présence sociale, spécifiquement pour le développement des ventes, ça soit social, réseaux sociaux, ou social, effectivement, en dehors des réseaux sociaux aussi, ou directement dans son environnement e-commerce.
Caroline, vous voulez... Moi, je peux effectivement commenter d'un point de vue PayPal, parce qu'à la fois, on est une marque, donc on se sert des réseaux sociaux. Et puis, on voit aussi l'émergence du commerce sur les réseaux sociaux. Donc, d'un point de vue de la marque, il y a un enjeu pour la marque PayPal, mais comme pour toutes les autres marques, de se servir des réseaux sociaux pour développer sa notoriété, pour développer sa réputation. Et on a eu un vrai shift, nous aussi, sur les réseaux sociaux pour mieux servir nos clients et pour être capable de leur répondre là où ils ont envie d'interagir avec la marque. Donc, dans toutes nos stratégies de service client, de customer care, maintenant, les réseaux sociaux font partie intégrante de ces stratégies-là. Et le deuxième enjeu, c'est évidemment le commerce. Et à nouveau, comment faire en sorte que un client qui visite, enfin un futur client, un internaute qui va visiter les pages ou les produits de votre marque sur les réseaux sociaux, vous puissiez finalement le convertir et le convertir en un acheteur. Et c'est à nouveau un vrai enjeu, parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas forcément l'objectif de la visite du client. Et je vous en parlerai, mais PayPal, on a commencé à travailler avec des acteurs comme Instagram sur un partenariat qui a été annoncé il y a quelques semaines pour permettre justement aux marques directement sur Instagram de pouvoir connecter un vendeur et un acheteur sans sortir de la plateforme Instagram. Et pour moi, c'est ça aussi le futur du commerce sur les réseaux sociaux, c'est de permettre des ventes contextualisées en ayant le moins de friction possible pour les consommateurs. Merci Caroline. Stéphane, un commentaire sur ce sujet? Non, je suis complètement d'accord en fait. C'est ce que je trouve extraordinaire, c'est, je crois qu'il y a une autre question un peu après qui parlera de ça, mais c'est le pouvoir des réseaux sociaux, ce que ça offre aux marques. On l'a vu avec le slip français qui s'est développé grâce aux réseaux sociaux au début. Ça n'aurait jamais pu être possible dans le passé. On sait que les investissements des marques qui nécessitent une brand awareness en dehors des réseaux sociaux, c'est très compliqué. Donc c'est extraordinaire d'avoir ce pouvoir qui est donné aux e-commerçants dès le départ de leur croissance. En revanche, il y a un phénomène qui est très important aussi et qu'on voit, c'est la présence sociale. On posait aussi la question de savoir si Facebook allait devenir un e-commerçant ou finalement ça allait être une activité principale chez eux. Ce que je trouve très intéressant, c'est de voir que les e-commerçants ou les retailers deviennent des communautés en eux-mêmes. C'est-à-dire qu'on a vraiment des retailers qui développent leur site et leur marque autour de l'aspect communautaire en ligne, en dehors peut-être des réseaux sociaux. Mais la notion de présence sociale, ce n'est pas uniquement sur le réseau social lui-même, ça peut être aussi également sur les revues, les influenceurs. Alors il y a les influenceurs sur Instagram, mais il y a aussi des sites spécialisés. On voit que avoir un avis ou une review d'un influenceur très connu a un pouvoir monstrueux sur l'aspect commercial de ce niveau social et d'échange. Guillaume? Oui, peut-être pour revenir sur les principaux bénéfices. Le premier, c'est de se dire qu'aujourd'hui, une présence sociale, ça impacte bien évidemment le trafic et les ventes en ligne, mais également toutes les ventes offline, donc en magasin. Il y a une étude aux États-Unis qui explique qu'aujourd'hui, un parcours d'achat, qu'il se termine en ligne ou en magasin, donc 90% du temps, globalement, il va quand même finir par se terminer en magasin, que ce soit dans l'alimentaire, dans la distribution spécialisée ou autre. Tout à l'heure, Guillaume disait, même dans la mode, on n'est qu'à 20% de pénétration sur le e-commerce. Et ben dans ces parcours d'achat, 60% du temps, il y aura un point de contact digital, et sur ces 60%, 40% sont des points de contact mobiles. Donc même si la transaction se finit sur desktop en ligne ou physiquement en magasin, près d'une fois sur deux, elle aura été influencée par un point de contact mobile. Donc ça, c'est le premier point qui est le digital globalement et le mobile plus particulièrement a un impact omnicanal. Ensuite, si on revient sur les bénéfices particuliers des réseaux sociaux, le premier, c'est tout simplement celui de la portée. Tu l'as présenté tout à l'heure, il y a plus de 3 milliards de personnes qui sont présents sur les réseaux sociaux dans le monde. Il y a, je ne sais pas, entre 4 et 5 milliards d'utilisateurs d'Internet. Donc c'est avant tout des canaux qui vous permettent de toucher les gens de manière massive. Et ça, c'est important parce qu'en tant qu'e-commerçant, même si vous êtes sur du business, on va dire, un peu spécialisé, vos audiences cibles, c'est forcément plusieurs centaines de milliers, voire des millions de personnes.
Et c'est aussi important d'avoir en tête que les réseaux sociaux sont avant tout un levier de découverte, contrairement aux moteurs de recherche qui sont des leviers, comme je l'ai dit, de recherche lorsque l'on sait ce que l'on veut. Et donc on a tendance à dire souvent sur les moteurs de recherche, les personnes cherchent des produits. Sur les réseaux sociaux, c'est le contraire, c'est les produits qui vont chercher des personnes. Et on n'est pas forcément uniquement sur des intentionnistes, on est sur des personnes qui vont découvrir la marque, petit à petit développer une affinité avec eux et finalement convertir. Donc ce premier point, celui de la portée. Le deuxième, c'est donc une portée large, mais également un ciblage précis. C'est-à-dire que sur les réseaux sociaux, vous touchez des personnes. Donc des personnes qui ont un genre, qui ont un âge, qui ont une position géographique, qui ont des centres d'intérêt et qui ont également des comportements particuliers sur les réseaux sociaux. Il y a ceux qui achètent en ligne, il y a ceux qui cliquent et qui n'achètent jamais, il y a ceux qui regardent des vidéos, il y a ceux qui regardent plus sur Instagram que sur Facebook, il y a ceux qui regardent des stories plus que le fil d'actualité. Et donc tout ça, c'est des ensembles de signaux qui doivent vous permettre de toucher des audiences de manière massive, mais également ciblée. Le troisième point, et je vais passer assez vite dessus, c'est la richesse des formats, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, contrairement aux leviers traditionnels, la télé, c'est de la vidéo, l'affichage, c'est des grandes photos, la radio, c'est du son. Sur les réseaux sociaux et globalement sur le digital, vous avez une multiplicité de formats disponibles. Et enfin, le dernier point, qui pour moi est presque le plus important et qui devrait également l'être pour vous, c'est celui de la mesure. Et là-dessus, je vais sortir un peu des réseaux sociaux, mais globalement, le digital permet aujourd'hui d'avoir une mesure fine et précise du retour sur investissement, que ce soit en ligne, en magasin, parce que l'on touche des personnes et donc on en est capable de rapprocher des ventes en magasin, des ventes en ligne, des expositions publicitaires. Et enfin, le dernier point pour conclure, c'est qu'un des bénéfices, tout simplement, c'est que c'est ouvert à tout le monde, de manière organique. N'importe qui peut ouvrir une page et commencer à toucher des gens. Ensuite, si vous avez un petit peu de budget, ça peut être quelques dizaines, centaines d'euros au début, vous pouvez faire aussi. Là où sur les leviers traditionnels, en général, il faut commencer par sortir un gros chèque pour pouvoir faire quelque chose. Merci Guillaume. On va pouvoir entamer une petite conversation maintenant plus sur le social commerce et concrètement, en gros qu'est-ce que le social commerce aujourd'hui? Comment ça va fonctionner? Juste en question d'introduction, est-ce qu'on a une idée aujourd'hui de qui va utiliser le social commerce? Ouais. Alors, il faudrait peut-être définir qu'est-ce que le social commerce. Ouais. Si on fait très simple, parce que en fait, tout le monde peut avoir sa définition, mais il y a aujourd'hui ce que je viens d'expliquer, c'est-à-dire que le fait d'avoir une présence sur les réseaux sociaux induit une construction de marque, de la génération de trafic en magasin, etc. Donc ça, je ne sais pas, on peut l'appeler par exemple le social selling, qui se passe depuis plus de 10 ans. Et moi, c'est là-dessus que j'accompagne les grands retailers, les grands e-commerçants français. Et si on veut vraiment parler de ce qu'on appelle le social commerce, c'est ce que disait Caroline juste avant, la possibilité d'effectuer la transaction sur les réseaux sociaux. Et ça, typiquement, aujourd'hui, sur Instagram, on en est au début. On a lancé, en effet, comme tu le disais juste avant, il y a 2 mois, en partenariat avec PayPal aux États-Unis, ce qu'on appelle le paiement natif. Alors, je disais, ça s'appelle aussi Instagram Checkout. Il y a PrestaShop Checkout et Instagram Checkout. Le dénominateur commun, c'est PayPal. Et ça, c'est disponible depuis déjà 2 mois en test aux États-Unis. Je vous montrerai juste après une petite vidéo qui montre comment ça se passe. Mais globalement, si vraiment donc on parle de ce social commerce là, il faut en fait aller regarder ce qui se passe en Asie et surtout en Chine, parce que c'est vraiment là que le social commerce prend aujourd'hui tout son sens, avec des applications comme par exemple WeChat. Et alors, pourquoi c'est peut-être plus en avance là-bas que dans les pays occidentaux, aux États-Unis ou en Europe? C'est parce qu'on a eu en fait en Chine une conjonction de facteurs qui fait qu'au même moment, on a eu une explosion de la middle class chinoise avec tout le pouvoir d'achat qui va en même temps, et la révolution mobile et la révolution sociale. Et donc tout ça mis ensemble, ça a fait qu'on est arrivé sur social commerce, alors que dans les pays occidentaux,
les personnes à plus fort pouvoir d'achat et les plus gros consommateurs ne sont pas aujourd'hui forcément les personnes les plus assidues et les plus grosses consommatrices sur les réseaux sociaux. Mais inversement, ça va arriver, la génération de millennials qui est née avec ces réseaux sociaux, c'est eux qui demain seront les gros consommateurs. Et peut-être juste pour commenter, pour moi, en fait, le social commerce, c'est un peu la suite logique à l'explosion des marketplaces, parce qu'on a vu il y a quelques années que finalement, il y avait quelques gros sites qui capturaient la majorité du trafic des internautes. Et ces gros sites ont rapidement compris que pour monétiser ce trafic, ils pouvaient développer des nouveaux business de marketplace. Prenez aujourd'hui les 50% des plus gros sites e-commerce français, c'est Discount, Vente Privée, La Redoute, la Fnac, ils ont tous un business de marketplace où ils vont vendre des produits d'autres fabricants, d'autres marques, sans sortir du site. Et pour moi, le social commerce s'est un peu inspiré de cette tendance, en permettant en plus aux marques de s'exprimer et de raconter leur histoire. Donc les réseaux sociaux sont aujourd'hui les plateformes qui attirent le plus de trafic, mais qui laissent aussi aux marques la possibilité de parler de leur histoire, de raconter une histoire. Et donc l'étape logique, c'était effectivement de leur permettre aussi de vendre leurs produits, mais à l'image des marketplaces, de les vendre sans avoir à quitter le réseau social et la plateforme, et la plateforme sociale, pour justement éviter les frictions et la multiplication des étapes qui font que vous perdez des clients en route si jamais vous devez les faire sortir de votre site, ou si jamais vous devez leur faire compléter un paiement en un nombre d'étapes infini. Stéphane, Oui. un commentaire complémentaire, c'est pas facile Non, de passer en troisième sur ce Non, sujet. mais je pense que je peux compléter un petit peu. Vous avez déjà mentionné un petit peu je pense le plus important, effectivement, de la définition du social commerce. Je suis complètement d'accord. J'aime beaucoup l'idée de la marketplace et de l'évolution que c'est en train de prendre dans le social. Je reviens sur la deuxième question. Je pense sur existe-t-il un profil type de consommateur. Moi, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est dans tous les leviers que tu as mentionnés. Il y a une notion qu'on a tendance à oublier, qu'il faut absolument mentionner, c'est le bon moment pour adresser les utilisateurs. C'est-à-dire que oui, on peut frapper très fort et très large parce qu'il y a des milliards d'utilisateurs. On peut cibler certaines personnes, mais le côté contextualisé, d'être là au bon moment, parce que un profil type d'utilisateur, c'est surtout un profil qui est dans le mindset de consommer à un moment précis et qui surtout ne veut pas être adressé à un autre moment. Donc être capable de faire rentrer la dimension de temps dans tout ce qu'on est en train de faire en ligne, je pense que c'est le prochain défi. C'est là où le social commerce doit évoluer le plus, je pense. Aujourd'hui, on est souvent adressé au mauvais moment ou un peu bombardé. Il y a plein de plateformes qui permettent de tester cet aspect de droit de timing et d'arriver dans le bon mindset. Je pense qu'il n'y a pas un profil type de consommateur. Ce qu'il faut, c'est essayer de les comprendre et de les adresser au bon moment et de savoir quand est-ce qu'ils ont envie de recevoir un message. Donc concrètement, effectivement, les réseaux sociaux vont passer de prescripteur finalement à un peu marketplace aussi, comme vous l'expliquiez. Est-ce que concrètement, ça va fonctionner comment? On va vivre un peu l'expérience. Est-ce qu'il y a une vraie révolution de l'acte d'achat pour les acheteurs en ligne? Comment concrètement ça va se passer? Guillaume, je te laisse parler un petit peu de cette expérience sur Instagram en particulier. Oui, alors justement, Caroline m'a fait une très bonne introduction en parlant juste avant de la réduction des frictions. C'est en fait toute la philosophie qu'on développe aujourd'hui pour accompagner e-commerçants et retailers. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, et la friction, on va en parler un peu plus en détail, elle se passe évidemment beaucoup au moment de l'acte d'achat. Tu es assez bien placé pour le savoir. En moyenne, il y a des études qui sont sorties qui disent qu'avant, quand on arrive sur un site e-commerce, entre le moment où on arrive et le moment où on a la page de validation de commande, il peut y avoir jusqu'à 22 clics. 22 clics, c'est autant de possibilités de perdre le consommateur et qu'il aille sur une autre plateforme. Donc évidemment que le parcours d'achat, enfin le processus d'achat est un point de friction majeur qu'il faut s'atteler à réduire. Mais la friction, elle apparaît également en amont, lors de la phase de découverte, et elle apparaît également souvent après l'achat.
dans la phase des retours, du service client, etc. Donc aujourd'hui, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais l'ensemble des produits que nous, on développe, ils sont là pour réduire des points de friction. Au moment de la phase de découverte, en permettant d'avoir des formats immersifs, en ayant des formats en réalité augmentée, on le verra aussi juste ensuite, etc. Au moment de l'acte d'achat, alors je vais vous montrer justement ici Instagram Checkout, donc en partenariat avec PayPal. Là, vous avez ici un exemple d'Adidas. Vous cliquez dessus, vous avez la fiche produit, vous restez dans la plateforme, vous choisissez la taille, la couleur. Vous pouvez regarder pour être bien sûr avant si c'est le bon produit. Et lorsque vous allez cliquer sur Checkout en Instagram, vous allez rentrer une première fois vos informations de livraison, vos coordonnées bancaires ou financières, donc il y a le choix de payer avec PayPal ou en carte de crédit, vos standards de livraison, et vous placez la commande. Ça, c'est la première fois. À partir de la deuxième fois, ces données sont sauvegardées, et donc le nombre de clics est encore réduit, puisque si c'est la même adresse de livraison et le même moyen de paiement, en gros, en 3 clics, vous arrivez à la validation de commande. Donc ça c'est tout nouveau. On le teste aux États-Unis. Il y a encore pas mal de choses à améliorer. Aujourd'hui, c'est un produit, par exemple, qui est monoproduit uniquement, mais on va développer évidemment le panier multiproduit parce que c'est ça qui vous intéresse. Et le but, c'est vraiment de réduire les frictions, d'améliorer le taux de conversion, pour au final que l'utilisateur ait une bonne expérience, que vous ayez des meilleurs taux de conversion et que nous, les personnes, restent également sur nos plateformes. Et donc au final, tout le monde est content. On espère. Je vais juste avancer sur cette question pour toi, Caroline. Est-ce qu'aujourd'hui, finalement, le social commerce, ce n'est pas quelque chose pour les grands acteurs du marché qui vont avoir les moyens d'investir sur ce social commerce, ou finalement une belle opportunité pour les acteurs en croissance, en développement? Alors, le social commerce, je pense que la volonté, à nouveau, c'est de démocratiser le commerce. Et c'est quelque chose qui ne se fait pas seul. Donc, on voit de plus en plus de partenariats entre grands acteurs sur ce thème-là. Parce qu'en fait, à la fin de la journée, on a envie de laisser le choix au client de choisir sa plateforme, son mode de paiement. PayPal, on a annoncé plus de 40 partenariats avec des acteurs majeurs du commerce, des technologies, de la finance dans les derniers mois, que ce soit Google, Apple, Facebook, Instagram ou Checkout Payment, PrestaShop Checkout, pardon, aujourd'hui. Et voilà, et on voit que ça a changé concrètement la trajectoire de PayPal, mais aussi de tout le secteur. Et nous, notre force dans cette chaîne de valeur de l'expérience de paiement, de l'expérience d'achat, c'est vraiment la partie paiement. Donc on voit que une expérience d'achat se décompose en la partie shopping, amont, le paiement, et ensuite l'après-vente. Et finalement, c'est le paiement, comme tu l'as dit, qui génère le plus d'émotions négatives. Et dans notre travail de révolutionner l'acte d'achat, on a vraiment cherché à éliminer le paiement. Donc nous, acteurs du paiement, ce qu'on cherche à faire, c'est éliminer cette étape de paiement. Donc c'est extrêmement visible sur des expériences comme Uber ou bien des abonnements comme Netflix, où finalement, une fois que vous avez enregistré votre moyen de paiement, vous n'avez plus à passer par cette étape de paiement. Sur des sites plus classiques, des retailers, on a une expérience PayPal qui s'appelle le One Touch, où on va vous permettre d'enregistrer votre email mot de passe, et ce qui fait qu'à chaque fois que vous aurez à cliquer sur le bouton PayPal, vous n'aurez même plus à rentrer ces informations-là. Donc un vrai checkout en un clic. Et aujourd'hui, 30% de nos consommateurs qui ont cette option ont décidé de l'activer. Donc on voit que 30% de nos consommateurs veulent vraiment une expérience de paiement la plus rapide possible et sans friction. Et donc c'est ce qu'on espère construire avec Instagram. Je pense que ce partenariat est très prometteur. À nouveau, comme PrestaShop Checkout, derrière Instagram Checkout, c'est les technologies PayPal. Donc PayPal est derrière le paiement PayPal, mais aussi les paiements cartes. Et donc on a mis au service d'Instagram toute notre expertise et notre connaissance du paiement et de l'expérience client. Merci Caroline. Stéphane, juste une question assez ouverte finalement.
un peu sur les bonnes pratiques pour engager sur les réseaux sociaux, ou en tout cas dans l'environnement plus social. Comme on avait dit, il y a effectivement un élément complémentaire aux réseaux sociaux, et c'est 50% dont tu parlais tout à l'heure. Oui, c'est marrant de poser la question à Criteo, on est typiquement sur les autres 50%. Mais c'est très intéressant parce qu'on est aussi très actif avec Facebook, bien sûr. Je pense que, comme je crois que c'était Alexandre, je crois qu'il disait ça en introduction, on a le luxe de travailler dans le digital. Et si j'ai un conseil à donner, c'est faire des tests, des tests, des tests, des tests. On a un luxe incroyable par rapport à toutes les autres activités. C'est qu'on est capable d'avoir des résultats et de comprendre ce qu'on fait en ligne et d'avoir vraiment des informations très précises sur ce que veulent les clients, ce que veulent les utilisateurs. Je trouve qu'on n'utilise pas du tout assez les capacités de test qu'il y a sur les différentes plateformes, y compris sur les réseaux sociaux. Mais pour engager de manière plus efficace, le plus important, c'est oui de tester, mais surtout de tester efficacement. Donc ça implique aussi de comprendre les résultats, de savoir qui mesure quoi, qui est incrémental. Je pense que c'est vraiment le meilleur moyen, c'est d'essayer de comprendre comment on engage avec les utilisateurs. Et pour ça, il faut utiliser tous les outils qu'on a aujourd'hui. Je n'ai pas pris ma réponse, donc je vais juste en effet appuyer en ce sens. Là, ce que je disais tout à l'heure, dans le digital, on a la chance de pouvoir tester, faire des petits tests, et que vous ayez 1 million de budget par mois ou 100 € par mois, faire un A/B testing, 50-50 ou 10-90, c'est la même chose avec 1 million ou avec 100 €. Et derrière, ça vous permet de comprendre, je ne sais pas, vous avez plusieurs assets créatifs différents, une vidéo, un petit carrousel de produits. Vous vous dites, ma vidéo, elle est quand même sympa, ça m'a pris beaucoup plus de temps à la développer, elle va mieux marcher. Bah, en fait, j'ai envie de dire, testez les deux, et puis si ça se trouve, ça sera votre bon vieux carrousel produit qui sera plus efficace sur votre cible. Donc vraiment, le test and learn et la mesure derrière. Et puis, on va enfoncer une porte ouverte, mais évidemment, de penser et créer mobile first. Si vous êtes très fier de votre spot télé que vous avez fait, qui est horizontal et qui dure 40 secondes, ça ne sera pas optimal pour les réseaux sociaux et le mobile. Donc pensez mobile dès le début, à la conception des créations, à la conception des campagnes, derrière faire du test and learn. Et lorsque vous avez trouvé ce qui marche, eh ben, c'est le deuxième mot de la journée, on scale. Alors pour conclure cette conférence, il nous reste très peu de temps, malheureusement, parce qu'on a beaucoup de sujets à couvrir et on est obligé d'accélérer un peu certains. En dernière question, on va essayer de se projeter un petit peu dans l'avenir, dans le futur. À l'horizon 2 ans, 5 ans, c'est très difficile, même 10 ans, d'avoir un peu de visibilité sur ce qui va se passer. Il y a de plus en plus de contraintes aussi qui ne permettent pas de faire exactement ce qu'on souhaite réaliser. Je vais vous laisser juste conclure finalement sur ces sujets-là, en disant finalement qu'est-ce qui nous attend à 2 ans, à 5 ans, à 10 ans, à 100 ans si vous voulez, avoir effectivement un peu de vision pour tout le monde ici. Caroline, peut-être pour démarrer. Oui, alors nous, ce qu'on voit, c'est qu'il y a quelques années, il y avait vraiment une dichotomie entre le commerce physique et le commerce digital et le commerce online. Et je pense qu'on voit aujourd'hui que les frontières se mélangent et que finalement les acteurs et les marques ont peut-être tout intérêt à mélanger les deux. Du coup, ça me fait rebondir sur une acquisition qu'on a fait l'année dernière, qui est iZettle, qui permet aux petits commerçants de quartier aussi de pouvoir accepter des paiements digitaux par carte, ce qui n'était pas encore facile pour tous les acteurs traditionnels du monde physique. Et je sais que PrestaShop était aussi également très intéressé par le fait que iZettle soit dans la famille PayPal, parce que demain, si vous avez un commerce physique et un commerce en ligne, eh bien, via PrestaShop Checkout, vous pourrez intégrer et suivre tous ces paiements, aussi bien physiques que mobiles, que digital, sur une même interface. Donc je pense que c'est la convergence de toutes ces expériences qui est importante, parce qu'il faut qu'à la fin, le commerçant, lui aussi, comme son consommateur, ait une expérience facile et puis traquer son activité de la façon la plus efficace possible. Merci Stéphane. Oui, ta vision aussi sur le 2 ans, alors 10 ans pour moi, je pense que c'est un peu de la science-fiction dans nos activités, c'est très dur de le dire.
2 ans, ce qui est très intéressant pour nous, c'est on parle du mobile, mais je pense que la technologie aujourd'hui, c'est le tout connecté. Le mobile, c'était il y a déjà 5 ans, on disait c'est l'année du mobile, ça fait 5 ans qu'on le dit. Maintenant, il y a les montres, maintenant il y a les frigos, il y a absolument tout qui est connecté. Je pense que le vrai challenge à 2 ans, c'est d'être capable de reconnaître un utilisateur à travers tous ces différents devices, sachant que le moment aujourd'hui, là, c'est tout ce qui est sur la GDPR et protection des données. C'est ce qui est en train de, aujourd'hui, alors chez Criteo, on a la chance de pouvoir reconnaître un utilisateur à travers toutes les plateformes, tous les devices, parce qu'on a une technologie qui est su anticiper ça. Mais le challenge pour les e-commerçants et pour vous, pour tout le monde, ça va être d'être capable de vraiment de reconnaître un utilisateur si la démarche est de protéger à 100% ses données. C'est un sujet qui est vraiment complexe et qui va sans doute définir comment va se destiner le e-commerce dans 2 ans. À 5 ans, c'est plus intéressant. Je ne sais pas trop. Moi, ce que je pense, c'est qu'il y a de plus en plus de, comme on dit, le social. Mais le social, c'est aussi l'achat groupé. Je trouve qu'il y a de plus en plus de technologies qui sont sur le partage des voitures, des transports. On passe son billet, on loue sa voiture. Il y a de plus en plus de communautés qui se créent autour de la consommation. Et consommer en groupe et avoir une vraie expérience qu'on partage à travers des réseaux sociaux, je pense que c'est vraiment ce qui va dominer dans les 5 ans à venir. 10 ans, je ne sais pas répondre. Merci. Guillaume, je te laisse conclure avec quelques éléments sur la roadmap Facebook. Alors moi, à 10 ans, je ne sais pas répondre, mais mon grand chef, il sait répondre et il a drafté une super roadmap, donc je vais m'appuyer là-dessus. Non, juste pour vous dire vraiment en 2 mots, les choses qui vont, donc c'est un 3, 5, 10, mais ça a été drafté il y a 2-3 ans, donc en fait la partie 10 ans, elle est plus à un gros 5 ans, je pense, et les choses qui vont impacter le commerce, intelligence artificielle, réalité virtuelle, réalité augmentée. L'intelligence artificielle, notamment dans toutes les applications de messagerie et les chatbots. On peut imaginer que demain, on ait des vrais bots conversationnels qui soient des assistants à la vente, des vendeurs. Aujourd'hui, c'est principalement des arbres de décision. Ça peut vous aider à peu près, si vous êtes pendant une foire au vin, vous allez voir un bot chez Lidl ou Carrefour, il va vous dire rosé, rouge, blanc, quelle gamme de prix, et puis Bordeaux ou Bourgogne. Et voilà, vous arrivez à aller sur quelque chose. C'est pas mal, mais c'est pas le nologue de chez Nicolas. Donc demain, lorsqu'on aura vraiment craqué ces sujets de reconnaissance linguistique et d'intelligence artificielle sur les plateformes de messagerie, eh ben, ces plateformes pourront devenir des vrais assistants au commerce et avec ensuite des intégrations de paiement, et ben, proposer l'ensemble d'un parcours d'achat directement sur des plateformes de messagerie. Réalité virtuelle, je vais passer dessus. Il y a évidemment des choses qui vont se faire là-dessus et on voit des premiers tests chez Walmart, chez Leroy Merlin, etc. Et peut-être en conclusion, la réalité augmentée, parce que ça, même si c'est un sujet à long terme chez nous sur lequel on travaille, il y a déjà des applications concrètes. Vous avez peut-être déjà pu voir sur nos plateformes des premières publicités en réalité augmentée qui permettent de réduire la friction au moment de la découverte. Un des problèmes du e-commerce, c'est évidemment qu'on ne peut pas tester le produit. Vous avez ici des exemples de Sephora, de Michael Kors, et je ne sais plus qui est à droite, où vous pouvez tester des rouges à lèvres au milieu, par exemple, de différentes couleurs, différents produits. Vous pouvez directement les partager avec vos amis pour savoir ce qui vous va le mieux, et puis derrière, compléter l'achat directement sur la plateforme. Voilà. Merci beaucoup, Guillaume, pour cette conclusion et nous faire partager cette expérience de réalité augmentée. Ce sujet, effectivement, est sans fin. Je pense qu'on a énormément de choses à couvrir. On a eu un timing un peu court pour le traiter. Je voulais tous vous remercier pour votre présence, vos inputs aujourd'hui. C'est un vrai plaisir de partager ce moment avec vous. On va avoir derrière un programme qui est prévu et qui continue avec un focus sur PrestaShop 1.7. Alexandre, vous avez parlé de Decathlon et WordSeller et ils vont avoir l'occasion effectivement de vous parler de PrestaShop 1.7 et de l'expérience qu'ils ont sur cette version. Je vous remercie à tous pour d'avoir interagi avec nous sur cette conférence. Merci.